Otep, Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. Ouh, les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Je suis heureux de vous voir. Retirez-moi tous ces masques, ça ne sert à rien. Les ancêtres sont avec moi. Chaka Zulu est là, Garvey est là, Malcolm X est là. Comment il s'appelle? Thomas Sankara est là et tous les autres résistants de l'Afrique sont là et ils sont heureux de voir Mobali. Bon, les amis, je ne suis pas tout seul. J'ai le frère T-Boy qui est de retour. Déjà, je vais vérifier s'il m'entend et nous avons une grande surprise pour vous. Nous avons notre grand frère Omali qui est là et je veux savoir s'il m'entend. Est-ce qu'il m'entend? Potep, la famille, oui. Est-ce que tu m'entends, frère Mobali Makassi? Je suis excellent. Très heureux de t'entendre. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était plus parlé. En tout cas, la famille, vous nous avez manqué. Et donc, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Et brother Omali Yeshitela, can you hear us? It is a great honor and privilege to have you back again on Mobali Makassi YouTube channel. Can you hear us? Thank you. Yes, comrade, I can hear you. Thank you so much. It is it's a pleasure to be here with you. Uhuru. Excellent, excellent. Oui, je vous entends et c'est vraiment un réel bonheur et plaisir d'être de nouveau de retour sur cette plateforme. Excellent. J'ai entendu que le son est un peu bas, donc s'il peut juste trouver une solution là-dessus. Mobali Makassi says that apparently the sound is a little bit lower on your end, brother Omali Yeshitela. I don't know if you could do something about the sound, maybe get closer or... Est-ce que moi tu m'entends bien, Mobali? Toi c'est parfait mon pote. Toi tu es mignon, tout va bien. C'est de l'autre côté que c'est pas bon. Mobali Makassi says that on my end the sound is okay, but it's from your end. You might need to get closer to the mic or... Is this any better? Voilà, c'est bon, c'est excellent. C'est parfait. Mobali says it's perfect now. Yes. Parfait, parfait. Grand frère, bah écoute, tu connais la tradition. Je vais te dire Mbote papa. Et tout ce que tu as à dire, c'est Mbote Mobali. Donc je vais te dire Mbote papa Omali. Et maintenant tu dis Mbote Mobali. So you know the tradition here. Although we're going to be having this conversation in one of the colonial capitalist languages, but we at least are going to greet each other in one of the languages of our ancestors. In the Congo, we say Mbote, which is a greetings to you. So Mobali Makassi says Mbote Papa Omali, which is a way to honor your status as an elder. So he says Mbote Papa Omali. All he wants you to say is Mbote Mobali. So he says Mbote Mobali. Mbote Mobali. Excellent, excellent. Excellent, excellent. Fantastic. Excellent. Est-ce que il peut m'expliquer que veut dire Uhuru? Parce que lui, quand je dis, même en off, quand je dis Mbote ou je dis Otep, il dit toujours Uhuru. Donc je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça symbolise et pourquoi il a choisi ce nom pour son organisation. So even as we were, preparing for this broadcast, we were not on live yet. We were talking, and every time I'll greet you by saying Mbote or saying Hotep, you will respond by saying Uhuru. So what is the meaning of the word Uhuru, and why did you choose it for your organization? Well, the meaning of the word Uhuru, and it was a word, by the way, that Patrice Lumumba also used frequently. It's in Swahili, and many of us speak Swahili. I'm not one of them, but many Africans do speak Swahili. It's a trade language in same way that I know one of the most popular languages in Congo is Lingala is also a trade language. So that's the basis. And the reason we use that term is it was something that was made popular by the Kenyan Land and Freedom Army called Mau Mau in the fight, the heroic fight that they made against the British colonialists in the 1950s. And it was something that I think many Africans and revolutionaries, African revolutionaries, adopted the term Uhuru. And we are called the Uhuru movement now because it's something that it's a greeting that we use. It's a way that we address each other in the world all the time because we think that freedom is something that should be on the minds of African
people 24 hours a day. Ouh. Wow. Oui, donc frère Mobali Makasi, exactement, exactement. Donc le mot Uhuru, d'ailleurs, j'aimerais te signaler que même notre ancêtre Patrice Lumumba utilisait ce mot, et d'après ce que nous savons, c'est que c'est un mot qui vient de la langue qu'on appelle le Swahili, et le Swahili, au même titre que le Lingala, ce sont des trade languages, donc des langues du commerce. Alors, ce sont des langues qui sont très, très populaires, notamment au Kenya, et ça avait été rendu célèbre par les Mao Mao, quand ils se battaient contre l'Empire britannique. Donc ça, on parle des années 50. Donc nous, on a adopté ce mot Uhuru parce que c'est une façon de saluer les gens. Donc quand on se salue, on dit Uhuru, mais c'est également une manière de nous rappeler que la libération, c'est un travail quotidien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans le passé. Le fait de se rappeler constamment, journellement, Uhuru, c'est vraiment une manière de se dire que tous les jours, on se bat pour devenir libre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait 24 heures sur 24. Excellent. Uhuru is a term, is a slogan that our party is popularizing throughout the African world. Again, all of our work, when you run into our party, it's recognized as the Uhuru movement in the Caribbean. You're in Bermuda, you in the Bahamas, you're in Jamaica, Trinidad, and what have you. When you say Uhuru, in most instances, they will associate you with what they call the Uhuru movement and or the African People's Socialist Party. The same thing is true in South Africa, and the same thing is true in various parts of West Africa. Increasingly, you will hear the words Uhuru even in Mali and Chad and Ivory Coast, where we have gaining a foothold, and Uganda and Tanzania. Of course, Tanzania, Uhuru is something that's been well represented even before the party. But you will hear us throughout Europe as well. You will hear Uhuru, and you can generally believe that it's an influence of African People's Socialist Party and what they call the Uhuru movement that exists under our leadership. Donc finalement, bien que le mot Uhuru, ça veut dire libération, bien liberté, mais c'est vraiment notre slogan. Et nous l'avons rendu populaire parce qu'on l'a associé à ce qu'on appelle le Uhuru Movement, donc le mouvement Uhuru. Et c'est que vous alliez dans les Bahamas, à Trinidad, dans les Caraïbes, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Tchad, Côte d'Ivoire, Ouganda, Tanzanie, où que vous soyez, eh bien c'est vraiment un mot que nous avons rendu célèbre parce qu'on veut que les gens associent ce mot au fait qu'on se bat pour une certaine liberté, une libération. Excellent. And Uhuru France, Uhuru France. Et il rajoute également qu'il y a Uhuru France. Voilà. Ah oui, c'est là, il ne pouvait pas l'oublier. C'est un filou, hein? That one, you wouldn't forget about that one. Donc maintenant, j'ai compris pourquoi moi aussi je dois dire Uhuru. C'est vrai que j'entendais ça, mais je ne comprenais pas le sens. Mais mon ami, grâce à toi, je pense que mon organisation Muntu, on va se saluer comme ça. Parce qu'au TEP, ça suffit un moment. It is true that, at some point, greeting each other by saying Hotep, it's tiring. And then I think that from now on, our organization, Muntu, will start greeting each other with the word Uhuru because we have to remind each other that we are struggling for liberation. Uhuru. Uhuru. Yeah. Ok. Uhuru, yes. C'est parti, les amis. Grand frère, je sais que tu as un amour particulier pour le capitalisme. Donc, je veux savoir, pourquoi il ne faut pas prendre ça comme modèle. Parce que j'ai l'impression que tu n'adores pas trop cette histoire de capitalisme. Explique-moi pourquoi nous autres, là, on ne doit pas suivre ça. So this is, although he's not wearing the blonde wig, but I can suspect that this is Francis, the coon, already asking the question. He says that he knows that you've got a particular love for capitalism. Now the question to you is, so the question to you is, why is it that the capitalism is not a good model, and why should we fight against it? This is an important discussion that Africans globally have to understand. That capitalism was not something that was brought to the world by some mysterious force. It wasn't any deity, whether God, Allah, or anything like that, that imposed capitalism on the world. The fact is that capitalism as a social system, as a global social system,
came into existence through the colonial slave trade, through the attack on Africa. Capitalism has its origin in the attack on Africa that kidnapped millions and scores of millions of African people and dispersed us throughout the world to work for free, that took our Africa, our genius, our resources, and concentrated all of that in Europe, that up until that time had been a starving, impoverished body on the planet Earth that rescued itself through colonial slavery, and this is the origin of capitalism. This is where it comes from. And removing this pedestal, this colonial pedestal from capitalism is what's going to destroy, and that's our responsibility. Ok, nous avons une responsabilité. Il faut savoir que le capitalisme, c'est pas une idéologie qui a été fondée selon une doctrine divine, que ce soit le Dieu des chrétiens ou bien Allah. Il faut savoir que le capitalisme, c'est en fait un système social. Lui, il parle de colonial capitalism, à savoir que c'est une fonction qui a été basée sur l'attaque. Il parle attack on Africa. Donc, le fait qu'il y a eu une attaque qui a été faite contre le peuple africain, on a eu des Africains, des millions d'Africains qui ont été kidnappés, il parle kidnapped, qui ont été kidnappés, qui ont été dispersés sur toute la planète Terre et ils ont travaillé work for free. Donc on les a kidnappés, on les a dispersés, ils ont travaillé gratuitement et donc quand on l'a fait, les ressources qu'on a volées en Afrique, on les a maintenant concentrées en Europe, une Europe qui était pauvre, qui vivait selon un système féodal et donc l'Europe, elle était dans une situation où c'était starving. Donc, en fait, ils mouraient de faim et ils viennent en Afrique, ils détruisent tout, ils volent et maintenant, ils prennent ces ressources qu'ils ont volées, ils les concentrent chez eux et donc maintenant, c'est un système maintenant qui les a sauvés de cette famine qu'ils avaient. Donc, nous, on a une responsabilité de détruire ce système pour qu'on puisse être libre. It's impossible to even conceive of this thing that we call capitalism separate from the rape of Africa, the attack of the indigenous peoples in the Americas, the theft of their land and resources. It's impossible to even conceive of this system that we call capitalism. This is where it comes from enslaving us, from dispersing us around the world. And this is even what consolidated the identity of the white people who we now know as Europeans. Donc, il faut savoir que quand on parle de capitalisme, le capitalisme n'existe pas tout seul en tant qu'entité. Capitalisme rime avec esclavagisation, rime avec attraper des Africains, les disperser dans le monde et les détruire. Et capitalisme est également rime avec l'identité des Européens qui se considèrent comme étant supérieurs aux autres. Donc, on ne peut pas voir le capitalisme comme entité séparée. Capitalisme, ça va avec le vol des terres africaines, la destruction, l'esclavagisation. Donc, capitalisme veut dire destruction. Et donc, vraiment, il faut voir ces deux choses ensemble. Tu le dis que Francis arrive. So, apparently, Francis is coming. Voilà. Parce que Francis n'aime pas trop ce que tu dis. Tu sais que là, tu es en train de ressasser le passé. Ok, les Européens, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais quand même, le capitalisme, ça permet à des Noirs d'être riches. Regarde Jay-Z. Regarde comment il s'appelle, Dr. Dre. Aujourd'hui, ils sont bourrés de thunes. C'est quand même grâce au capitalisme. Le capitalisme, ça a permis à Michael Jackson d'amener le riz en Afrique. Sinon, comment il l'aurait fait? Il a bien fallu qu'il chante, que les gens achètent l'album. Après, ils ont ramené le riz en Afrique. Tout cela, c'est les fruits du capitalisme. Le capitalisme, ça permet à certains Noirs de travailler, d'acheter des terres en Afrique et même de faire du business en Afrique. Donc, tu veux nous retirer le capitalisme pour nous remplacer quoi? So, but I can hear you, but you're already, talking about the past, what you're talking about, the slavery, all this is in the past because I'm looking at the reality. I'm looking at people like Jay-Z. I'm looking at people like Dr. Dre. I'm looking at Michael Jackson,
they were able to make money and to become rich. So Michael Jackson, during the crisis in Ethiopia, was able to sing the song "We Are the World." Through that, he mobilized resources, and rice was able to be sent to Africa. Therefore, through that capitalism, some brothers can enter business and make money. So what do you think? Ah, tu n'as pas fini de traduire. T'as pas fini de traduire. Il veut nous retirer le capitalisme pour nous donner quoi à la place? Yes, very good. I forgot this point. So if you want to take capitalism away from us, what are we going to replace it with? Voilà. Malcolm X says, Malcolm X was quoted as saying, when people ask, what are we going to replace this system with? It's like asking somebody who is being choked to death and attempting to cut the arm off that's choking him, what's he going to replace it with? So the objective is to cut off the arm that's choking us. And the fact is that we did exist before, for millennia, before even the concept of Europe and white people came upon the scene. The idea that somehow we need to have this economy that was imposed on Africa through starving Africa, through raping the rest of the world, in order for Jay-Z to get a job or to make some money, or Michael Jackson to become famous, is ridiculous. It is true that look at Mobutu was one of the richest men on earth, but he became rich at the expense of all of our people in Congo and the rest of Africa. And even in the United States, during this colonial slavery experience that we had, there were Africans who actually owned other Africans. So the capitalist world economy will allow for the participation of some African people in that economy, but it will not allow for the movement of the people to destroy the system of slavery and colonialism, and that must be our objective. Oui. Donc, il faut savoir que Malcolm X était connu comme étant quelqu'un qui disait « c'est un petit peu fou de voir la situation où il y a quelqu'un qui a sa main qui est en train de t'étrangler et toi, tu te poses la question, est-ce qu'on remplace la main qui m'étrangle avec quoi ?» Mais ça, ce n'est pas la bonne question. Tout ce qu'il faut, c'est empêcher quelqu'un de t'étrangler et de te tuer. Donc, on n'a pas à se casser la tête, on remplace le capitalisme avec quoi? Parce que c'est la même chose que Malcolm X disait. S'il y a une main qui l'a occupé à t'étrangler, tu ne te poses pas donc une question de savoir, je le remplace avec quoi? Tu te débarrasses de cette main qui veut t'étrangler. C'est ça le plus important. Et donc, pour nous, il faut vraiment qu'on puisse se débarrasser de ce système économique qui dit imposed on us. Donc, c'est en fait un système qui nous a été imposé et surtout, c'est un système, comme il dit, de starvation. C'est un système qui est supposé nous affaiblir et nous assoiffer et pour qu'on n'ait rien du tout. Il est vrai qu'on vit dans une réalité où on a des Jay-Z, où on a des Michael Jackson, qui se font de la thune, c'est vrai. Et même d'ailleurs, on a eu quelqu'un comme Mobutu Sese Seko au Congo, au Zaïre, qui était quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un qui était très, 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 très riche. Ça veut dire qu'on est dans un système capitaliste où une fraction des gens va avoir accès à une richesse, mais ce ne sera pas la population totale. Donc c'est pour ça qu'il faut que vraiment le peuple se mette debout pour détruire ce système. Ok, mais là, du coup, il remet quand même tout en cause parce que depuis tout petit, on nous a appris à réussir. Et pour réussir, c'est avoir la capacité à dépenser. Si tu as la capacité à dépenser, pour les Africains, c'est ça qu'on nous a appelé la réussite. Et le capitalisme qui permet ces gens à réussir, il est basé sur un système de prédation. Tu dois écraser les autres pour que toi, tu sois au-dessus. Et toi, tu dis que ça, c'est pas bon. Donc, à ton avis, quel est le meilleur système que nous devons faire? Parce que pour beaucoup d'Africains, tu sais, quand je fais mes lives, ils disent que l'issue de la libération, elle est économique. Donc, c'est-à-dire renforcer le capitalisme. Et toi, tu es en train de dire, non, les amis, ne faites pas ça. Donc, quelle est la direction pour moi? Moi, je te crois. Je te crois que ce n'est pas ça la solution. Mais j'ai envie de voir l'alternative que tu me proposes. So Mobali Makasi says, yes,
he agrees with you, but he would like you to give us some alternative. He says, yes, I totally agree with you. But here's the situation. The reality is that when I was a child growing up, I was told that for me to show success, I have to show my ability to spend. And that's what capitalism is about. You show that you've got the ability to be able to spend the money. I agree, but what is the best system that you think should be putting in place? I understand that capitalism is a sort of a predatory system, but how and what should we replace it with? Parce que beaucoup de gens, tu as oublié encore un autre truc, beaucoup de gens dans la communauté pensent que la libération de l'Afrique, elle va se faire sur le plan économique. Mais le plan économique, c'est encore renforcer le capitalisme que lui n'aime pas. Donc, quelle est la solution qu'il propose? Apologies, yes, I forgot this part. Mobali Makasi says that a lot of people, when they come and challenge Mobali Makasi, they keep saying that the outcome for us will be economic. So if we arrange our economic situation, everything will be okay. So the question to you is, what is the best system that we should be going forward? Well, the standard response to that is socialism, and which is something where the producers, the people who produce value socially, are the people who socially own that value, as opposed to a system where people produce everything socially, but only a handful of people own what is produced. That is a profound contradiction. So those of us who are responsible for producing value socially should be the ones who own it. That's what socialism is. But it's more than that. It's just more than an empty response, standard response. We look at Africa. We look at our traditions. We look at we have this horrible woman, this killer whose name was Hillary Clinton. She, one of the things that she said that got a lot of attention in the United States was that it takes a village to raise a child. And of course, this is a concept that comes from Africa, and she was able to say that. But why would you have a village raising a child? That's something that's attributed to African culture, but it's also a response to a certain kind of economic life, a political economy, where things are shared, where you don't have an economy where some live at the expense of others. Africa has a tradition of a collective economic life, and that collective economic life produces a collective social existence, social life. And that's true, even it's under serious assault now, that kind of social life. But I knew it even in the United States when I was growing up as a child. And I know that you can find it in villages throughout Africa, and you can find it in countries, in the countryside, in some places in the South in the United States today. I'm saying this is a reflection of a kind of economy, economic life, where sharing and collective production, collective ownership was tradition. So I'm not saying something foreign. It didn't take Karl Marx or Lenin or anybody to come up with that. That's an African concept, which is why it's so easy for me to accept and adopt. Ok, donc en fait, la réponse que moi je peux te donner, frère, c'est quoi? C'est le socialisme. Le socialisme, pourquoi? Parce que dans le capitalisme, on a un groupe très très petit, un groupe réduit de personnes qui contrôlent le capital. Alors que dans le socialisme, eh bien, c'est l'inverse, à savoir que les producteurs, donc les gens qui produisent la valeur, contrôlent cette valeur. Donc il y a des gens qui produisent quelque chose, et ce sont ces mêmes personnes qui produisent qui sont les propriétaires de cette valeur. Et ça fait partie des valeurs et des traditions africaines. On a eu une personne comme Hillary Clinton qui était venue, qui avait parlé que it takes a village to raise a child. Donc, c'est en fait un village tout entier qui va élever un enfant. C'est justement pour insister sur le fait qu'en Afrique, déjà, on a ce concept qui est que l'enfant, c'est une entité, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose, mais en fait, l'enfant, c'est une création, appartient à une communauté. Donc, ce qui fait qu'on a une économie politique du partage. Donc,
a political economy of sharing. Donc, on est vraiment dans un concept où, pour nous, déjà, on a ce concept qu'on partage les choses. Et là, il parle de collective economic. Donc, c'est en fait une économie qui est basée sur la collectivité. Donc, notre vie, elle est fondée sur collective social life. Donc, c'est vraiment une vie où tout est mis en commun, on partage. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, on a vraiment un village qui est fondé et on peut le trouver aux États-Unis, on peut le trouver dans certains villages en Afrique encore aujourd'hui. On a ce concept qu'on met les choses en commun et on peut avancer. Donc, il parle même de a kind of economy, donc sharing. Donc, tout est basé sur vraiment tout mettre en commun et travailler. Et nous, on n'a pas dû attendre les Karl Marx, on n'a pas dû attendre Lénine pour comprendre cela. On le faisait déjà en sachant que quand on met les choses en commun, c'est la seule façon de pouvoir avancer. Ok, il a devancé ma question, mais je la pose quand même, parce que c'était la question, je suis sûr, parce que Mobali, c'est l'enfant du peuple. L'enfant, c'est l'enfant du quartier. Et tous les gens qui m'entendent se reconnaissent dans Mobali parce que je parle comme eux, je pense comme eux. Et je sens déjà dans les commentaires les gens me dire, oui, le frère, il est bien gentil. Capitalisme, socialisme, tous ces noms qui finissent en isme, c'est pas l'Afrique. Tout cela, ce sont des pensées des locodermes. En fait, je veux bien comprendre que tous les animaux ont envie de manger, mais on ne peut pas demander à un lapin d'enseigner comment manger à un lion. Ok, le principe est le même, mais chaque espèce a sa propre politique. Donc ces histoires de isme-là, ce sont des trucs des locodermes. Donc mon pote comprend le socialisme, étant donné que c'est eux qui ont réfléchi là-dessus, qui ont pondu ça, nous renforçons quand même leur système. Même si j'ai compris ce qu'il a dit, parce que je ne suis pas bête, mais je pose cette question parce que je sais que certaines personnes poseront cette question-là. So I totally understand your point of view, and I even want to say this, that you already are ahead of my questions, because I was about to ask you a specific question, but in the previous answers that you gave, you already developed a little bit. But I totally understand your point of view, but I'm going to play the devil's advocate, because I know that in the chat room and in the comments, people are going to be asking the question. People are going to say, yes, I understand that a rabbit cannot teach a lion how to eat, but here's the reality. Why do we have to always, deal with those forms of isms and socialism and capitalism? Why do we have to deal with a concept that is a concept that was thought and developed by others when we can focus on our own reality? So this is a question that Mobali is asking. Il l'a déjà répondu, hein, je suis au courant, mais s'il veut encore donner un peu un bonus, c'est du bon. So Mobali Makasi says that you've already answered, but if you can give us another bonus, that'll be great. Well, yeah, I did answer, and it's really interesting because when what most of people understand as socialist economics, for lack of a better term, developed by a man named Frederick Engels, who worked closely with Marx. And Engels made his assessments based on work that had been done by an anthropologist named Henry Morgan in the United States. And the examples that Morgan used to say what collective living or social living would be like, that influenced Engels, was not something that he found in Europe. It was something that he found among the indigenous people in the Americas, specifically the Iroquois, and things that he found outside of Europe. So as the Europeans were looking for a model of economic and social life, despite the fact that they characterize it as representing the development of human societies, this socialism, the reality is the only models they had were not in Europe. They were among us and other peoples around the world. This is how we lived. This is how we lived. And it was Europe that imposed itself on us, that took us away from that. And now Europe is telling us the only way we can have a decent life is to participate in the economy that they created for the purpose of exploiting us and taking everything that we have. We check that. Okay. Attends. Yeah. Excellent. Uhuru. Uhuru, Africa. Let me say this. Go ahead.
Karl Marx wrote an incredible book. One, is perhaps one of the most talked about books in the world. I almost said read, but most people haven't read it. Capital. And one of the things that, and as he was writing Capital, that predicted this new world, this communism that would come about as a consequence of the industrial workers seizing power and destroying the industrial white capitalist ruling class. As he was writing this, he was living off the income from Frederick Engels, whose father was a capitalist, and whose father got much of his income from enslaved Africans who were picking cotton that created this textile corporation that Engels owned. So Marx, writing about the fact that the white workers would inherit the world, is being clothed and fed and taken care of by African people who were enslaved and picking cotton for Engels' father. Do you see? So it is up to us. We have this responsibility, Africans. I appreciate much of what Marx has done, but Marx was wrong about fundamental questions when it comes to the rise of capitalism and what's it going to take to destroy. Gotcha. Yes. Attends, Donc, mon frère pote. Mobali Makasi. Attends, déjà, il faut que tu souffles parce que là, mon pote, la traduction va être très longue. En attendant, si lui, il peut couper et rappeler parce que tu vois, il est en mode bug. Là, il a arrêté de parler, mais ses lèvres continuent à bouger. Donc, il faut qu'il coupe l'appel, qu'il relance. Et toi, comme ça, tu traduis le temps qu'il puisse reprendre. Yes. So a little technical issue. I'm going to be doing the translation. Brother Mobali Makasi says that if you don't mind, Brother Omali Yeshitela, if you can cut the call and or refresh the page, because apparently there's a little bit of a bug, there's a little bit of a delay as you're talking. So as you're doing that, I'll do the translation. Donc, frère Mobali Makasi, lorsqu'on parle de socialist economic, donc lorsqu'on parle de l'économie en tant que socialiste, il faut baser les choses avec deux personnages. Il y a le personnage qui s'appelle Engels et Henry Morgan. Qu'est-ce que Engels a fait? Engels, lui, quand il a fait un assessment. Donc, en fait, il a fait une espèce de comment on pourrait dire, d'évaluation, voilà. Et quand il a fait ça, il a observé un petit peu la réalité autour de lui, et on a vu que le système qui fonctionnait le mieux, c'était le système qu'on appelle the indigenous living. Donc, à savoir les personnes qu'on trouvait en Afrique. Et là, parlait spécifiquement des natifs américains, les Iroquois. On voyait que déjà, eux, ils avaient un système qui était fondé sur l'échange, le partage. Et donc, on se rend compte que ce sont les Européens qui sont allés voir les peuples autochtones et ils ont vu leur mode de fonctionnement. Et ils ont vu que tous les autochtones fonctionnaient selon un système de partage. Et c'est maintenant eux, les Européens, qui viennent casser ce système qui existe et imposer leur système sur le système qui existait déjà avant, en disant non, vous, votre système que vous faites, il est mauvais, on ne veut pas que vous le continuiez, mais on veut que vous commenciez à fonctionner selon notre système à nous, qui va nous enrichir, nous. Et c'est voilà un petit peu cette fallacie, cette réalité qui avait été créée. Donc, le frère Omali Yeshitela a dit ceci, il dit que Karl Marx avait... en fait, il était dans le mauvais, en fait, il avait tort quand il a écrit, par exemple, son bouquin « The Capital ». Mais il faut savoir que c'est vrai qu'il avait prédit qu'on arriverait dans un système où le communisme allait prendre le devant. Pourquoi? Parce que les gens allaient se révolter, et quand les gens allaient se révolter, ils allaient reprendre le pouvoir qui était détenu dans les mains d'un petit groupe de personnes, et qu'ils allaient reprendre ça pour justement être libérés, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un système où il y a des gens qui ont bénéficié sur le fait que ce sont les Africains qui travaillaient, et c'est à la sueur de leur front que c'est même Engels, ou en tout cas le père de Engels, s'enrichissait. Donc vraiment, et ça, Omali Yeshitela, il le dit, it's up to us. C'est à nous vraiment de prendre cette responsabilité de nous libérer, et donc de détruire ce système capitaliste. Ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est, comme on a titré l'émission, oublier n'est pas une option. Pourquoi oublier n'est pas une option?
Parce que nous sommes obligés de se baser sur ce que nos anciens ont fait, déjà pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux, et pour faire mieux, en tout cas pour accomplir le travail inachevé que eux qu'ils n'ont pas achevé. Donc mon ami, tout ce que tu as fait, la première des choses que j'ai envie de savoir, c'est quoi les éléments de ta vie qui t'ont mené à être un guerrier comme tu es aujourd'hui? J'ai envie que tu puisses prendre le temps de nous expliquer à la jeunesse. Vraiment, prends le temps, mon ami. C'est comme si c'était un film. Raconte-moi ta vie. Je suis là, je suis ton petit frère, je suis assis à côté de toi et tu me racontes ta vie. Donc, j'ai envie de savoir, depuis quand tu es jeune, quels sont les éléments historiques, quel est sur le plan historique ces éléments qui vont t'emmener à lutter. Prends le temps, mon ami. Yes. So, Brother Omali Yeshitela, really, this is the film. So we have paid to go to Hollywood to see a film, and the film will take as long as it takes. And we really want you to take this opportunity to talk to us. Now, as you know, the title of this broadcast today is that forgetting is not an option. What we want to see is that you talk to us and you tell us these are the mistakes that the elders have made, and we would like you not to repeat the same mistakes. So really, I'd like you to take the time, because what is clear is that you have become a warrior. I'd like to know what are those key points, those facts, those elements that have made you to become the person that you are. And could you please take the time to give us few historical events that have shaped you in such a way that you say, this is me, this is what has shaped me, these are the mistakes that we have made, and we would like you, the youth, not to make the same mistakes. Uhuru, thank you so much. I'm glad you raised this because before we got into the broadcast, we talked about somehow our parents think we are crazy for talking about revolution and what have you. And I think that is true to some extent. My mother was extremely concerned about what I was doing. And she was concerned essentially because one, she knew the colonizer would kill me. That was something we knew from our experience. The colonizer, the white man, would kill me. The other reason she was concerned is because she said her friends of people she went to church with would often ask her, didn't she think there was something wrong with me? All right. So she experienced that social pressure based on what I was doing. But the truth is that we make a serious mistake if we discount what our parents and our families have gone through. Because even if they don't understand much of what we do understand, they understand concretely some things about our colonial enemy, about our oppressor, about this relationship we have with it. So we have to be able to hear. Even as we're disagreeing, we have to hear, one. Two, we have a responsibility, the young people have a responsibility to drag the older people into the future. We have a responsibility of helping them reach for the future. This is a burden that young people have. We were born with this process. It is because young people have the responsibility of creating the future, while older people are always looking back of what it used to be, how it used to be, or protecting the present. Young people, by virtue of being young people, have to solve the problems of the future. And that's really important to have the long view for revolution. That's one thing. OK. Donc, lorsqu'on était en train de préparer cette interview, et ça c'est une question que je lui avais posée, et ça je vais quand même dire ça à la famille, je posais la question au frère Omali Yeshitela en disant, frère, est-ce que tu pourrais un petit peu parler de la réalité que nous avons, à savoir qu'on est dans le mouvement, on est là pour se battre pour cette libération, et la plupart du temps, nos parents nous prennent pour des malades mentaux, les mariages sont brisés parce que soit l'homme ou la femme
est aliéné et considère l'autre qui veut se battre comme un fou furieux. Et donc, je lui disais un petit peu, est-ce que tu pourrais en parler? Alors, du coup, il dit qu'effectivement, moi-même, Omali Yeshitela, j'ai mes parents qui me prenaient pendant longtemps pour un fou. Ils disaient, on pense que tu es fou. Et donc, il y avait ça. Il y avait également le problème que ma propre mère se disait, mais je ne comprends pas très bien les objectifs que tu t'es fixés et je pense que tu vas finir par être tué. Donc, que le colonisateur va finir par te tuer. Et autre chose, il y avait également une pression sociale. La pression sociale était que lorsque ma maman allait à l'église, eh bien, il y avait ses collègues qui lui disaient, mais est-ce que ton fils, il fonctionne normalement? Donc, il y a ce problème-là. Mais moi, je vais dire ceci. Moi, je vais dire deux choses. La première chose, quand bien même on n'est pas d'accord avec notre famille, il dit « we need to hear in disagreement ». Donc, en fait, il faut qu'on puisse les entendre, les écouter, quand bien même on n'était pas d'accord. Et deuxième chose, on a la responsabilité de prendre ces personnes qui sont peut-être beaucoup plus âgées que nous et de les ramener vers le futur. Il dit « we've got the responsibility to drag them into the future ». Donc, ça veut dire que nous avons une tâche, nous avons une mission, parce que les adultes, les anciens, les vieux ont pour mission de maintenir, de préserver le présent, de maintenir le passé, parce qu'ils se rappellent comment c'était durant leur jeunesse, ce qu'ils faisaient avant. Mais les jeunes, la jeunesse, a pour mission de se projeter vers le futur, un futur qu'ils voudraient meilleur. Je vais essayer d'en placer une pour réorienter le débat, parce que j'ai envie de lui tirer les verres du nez. Alors, je vais d'abord parler pour moi. Tu sais, moi et pour beaucoup d'Africains, nous sommes rentrés dans la lutte. En tout cas, moi, j'ai grandi en Afrique. Ce qui m'a fait rentrer dans la lutte, ce n'est pas la condition, ce n'est pas la situation du Congo qui m'a fait rentrer dans la lutte. C'est lorsque j'ai vu mes frères à l'extérieur du continent traités par des locodermes. Alors, tu me diras, je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, mais malheureusement, comment je peux dire, c'est même pas malheureusement, grâce aux médias, les films, toutes ces choses-là, notamment un film qui m'a d'abord conscientisé, c'était Kunta Kinte. Parce que je ne connaissais pas cette histoire de l'esclavage. C'était peut-être un film, mais lorsque j'ai vu la diaspora, tous ces noirs-là, exportés, qu'on a mis dans les champs de coton et comment ils étaient traités, j'ai dit waouh, c'est chaud. Mais je n'avais pas encore les éléments. Le deuxième élément, quand j'étais un peu plus grand, ça a été Malcolm X. Et quand j'ai vu la réalité, c'est même pas la réalité, comment ce film décrivait la réalité de mes aînés aux États-Unis, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose à mon niveau. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes rentrés dans cette histoire de la lutte parce que nous avons regardé ce qui se passe chez vous. Comment les locodermes, même si nous sommes ici en Europe, pour la plupart d'entre eux, quand on voit votre douleur là-bas sur place, ça nous marque. Et ça nous marque tellement que ça a renforcé notre colère, ça a renforcé notre engagement dans le combat. Tu vois? Et ce que moi j'ai envie de savoir, toi tu n'as pas regardé les histoires de Malcolm X dans les films. Toi tu as été sur place et je pense qu'à ton âge, tu es un contemporain de cette époque-là. Donc moi ce que je veux savoir, pour toi qui es un contemporain de cette époque-là, quel est le rapport qu'il y a ou des choses que toi tu as subies avec les locodermes de cette époque et qui t'ont emmené à combattre? Moi c'est ça qui m'intéresse mon ami. Yes, so Brother Mobali Makasi asks a very specific question. He says this, he says, you know, when this is Mobali Makasi talking, he says, when he entered the struggle for liberation, it was not for what was taking place in Africa. It is because he saw what was happening in the diaspora. He says that when he sees the pain of the brothers and sisters in the United States, when he sees the pain of the brothers and sisters throughout the world, he sees the pain, and through the pain of our brothers and sisters and the injustice, this is when he developed that anger, but also that commitment to engage and to start joining the liberation. And he says, you are a contemporary of Malcolm X, because he has to see and watch Malcolm X on television, but you were there, you saw him. So the question is, what kind of relationship did you have with him? Maybe not personally, but what are the things that... Quand je dis contemporain, c'est pas que c'était son pote, mais disons qu'il vivait dans cet environnement. Il a dû vivre à cet environnement-là, où les Blancs étaient aussi violents, les contrôles offerts. Il a dû subir ça. Et je veux savoir un peu comment lui, il a vécu cette époque-là et comment ça l'a emmené au combat. C'est ça que je veux savoir.
Yes, so we were able to watch and to see the mistreatment and the violence against our people on television, but you were, experiencing it or witnessing it firsthand. So Mobadi Makasi would like to know, how did you experience, how did you live those abuse and that violence towards our people? Because he first started by watching the programs like Roots with Kunta Kinte and the violence against our people. And then he watched Roots, and then he saw that our people were parked in cotton fields and cotton plantations. But he was able to develop that anger from watching TVs and movies. But you were there firsthand, checking and feeling all that violence. So how did that impact you and influence you to become the revolutionary that you have become today? So Voilà. this is the question. First, before getting to that question, I want to say that we make an error when we distinguish the experience of African people and what is referred to as diaspora from our experience on the continent of Africa. They call what happened to me slavery. They call what happened to you in Congo colonialism. We say that it was colonial slavery. It was a common experience that we had all over the globe. It was one experience. And this experience was something that took away our capacity to be self-determining. So they called it slavery at one time, and then they called it Jim Crow at one time, or they call it apartheid, they call it colonialism. But the fact is that Europeans had taken from us our ability to be self-determining people. It was a single process. And sometimes because we were closer to it one place and it's something we had become accustomed to, we were struck by it when we looked at it happening in another place. Because I did experience personally and do right now the colonial violence against African people in the United States. But I also have access to images and to history. And I know what the colonizers did to us in Congo. I know, and I've seen the mounds of hands that were cut off of African people to have us working in these plantations and what have you. And that was just one aspect of it, and all over that, so that was my experience as well. And I'm fortunate enough to be able to say this was my experience. I didn't just have an experience for a long period of time anyway, that was separate from what I saw happening with other Africans. One, two, let me say this. When I was growing up as a child, one of the things that struck me was every book I would read about Black people, any place on earth, all I could see was poverty, violence, ignorance, backwardness, what have you. When I would read anything about white people, I saw a completely different reality. I saw plenty. I saw intelligence. I saw genius. All of these things, and people lived comfortably. And the explanation, of course, I got for that was that Europeans, white people, lived so much better because they were more civilized than we, and they knew how to save their money. And so, in fact, they explained the reason they came to colonize us was to give us the same kind of civilization that they had. This was the story that was told to us and helped to shape our consciousness about who we are and who we are in relationship to imperialist white power. So we have had to come to better conclusions than that. I want to speak more to what you've said, but I know I've talked a long time and you have to translate. Go ahead. I want to say that it's really important for us to understand that one of the major attacks on Africa and oppressed people, not just Africans, but other people, is on our belief systems. And they replace our belief systems with their own. That's where the Catholic Church and any other churches and any other
these religion interventions, it was a part of the whole psychological war that would disable people being able to defend ourselves based on our own belief systems. And this is one of the things that makes the significance, the experiences and the understanding of older Africans, because they keep us connected better than anybody else with our history, with our traditions and things like that. And just because it's historic and just because it's a tradition doesn't make it good by itself. But at least our relationship to the world is tethered to our own history, validated by our own history, and that is important. So I just wanted to say those things. And then in terms of what weaknesses we've had, they revolved around question of organization. They revolved around question of theory and a disdain that we have for theory often. And often we have a disdain for theory is because the urgency of our conditions of existence. So there's an assumption that theory is a waste of time. And science is another thing that we have to really struggle to maintain in terms of forwarding our revolution. And I am an African internationalist. That's the theory that guides what it is that I do and the work that I do. So I know I said a lot. It's okay. Yeah. It's okay. Let me just handle this. Bon Donc, courage, mon pote. Parce que oui, là, pas de problème. Pas de problème, la famille. On va manger ça rapide, tranquille. Donc, la famille, on commet une erreur grave. On a le caucasien qui, en fait, utilise la même méthode, mais il l'appelle différemment partout où il est. Alors, des fois, on parle de l'apartheid. Ici, on parle de Jim Crow. Ici, on parle de du colonialisme. En fait, il faut qu'on arrête de penser, de se dire que, tiens, ce qui se fait dans l'apartheid, c'est différent de ce qui se fait dans le Jim Crow. Non, le blanc utilise la même méthode partout. À savoir que nous, en tant qu'Africains, si on regarde la réalité de l'apartheid, la réalité de Jim Crow, la réalité du colonialisme, eh bien, on a un but, on a un élément commun, à savoir que they took away our capacity for self-determination. À savoir que notre capacité de l'autodétermination a été enlevée. Et on la voit quelle que soit l'appellation qu'on pourra avoir. Parce qu'on voit très bien que les Européens, partout où ils ont été, ils ont utilisé la même méthode. Donc, so they use the same single process. Et c'est ça qu'on voit. On nous a enlevé cette capacité qu'on a d'autodétermination. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que moi, en tant que personne qui vit et grandit aux États-Unis, quand je vois les montagnes de mains coupées au Congo, je vois cette réalité et je dis que ça, c'est une douleur, ça, c'est un crime contre moi-même. Donc, je ne vois pas cette douleur que, voilà, c'est ce qu'on a fait aux Congolais, mais je vois que c'est la douleur qu'on a infligée à mon peuple parce que je vois cela comme mon expérience personnelle. Donc, ça, vraiment, il faut que je puisse le dire. Moi, quand j'étais petit, je regardais des bouquins. Il y a quelque chose qui me frappait souvent, c'est que quand je voyais des Africains, je les voyais dans la pauvreté, je les voyais dans la violence, et je voyais qu'ils avaient une vision du monde qui était arriérée. Par contre, dans les mêmes bouquins, quand je voyais les Blancs, eh bien, je voyais qu'ils avaient une réalité qui était différente. Je les voyais décrits comme étant des génies, genius. Je les voyais, they had plenty, donc ils étaient dans une certaine abondance. Je les voyais dans une certaine intelligence. Et donc, rapidement, on pouvait expliquer que oui, la raison pour laquelle l'Africain était colonisé, c'était justement parce que nous, Européens, on devait venir les chercher pour les sortir de cette réalité-là. Donc voilà comment on nous a falsifiés. Alors, moi, ce que je dis, c'est ceci, c'est que nous avons été attaqués. We suffered major attacks. Et une des attaques qui était vraiment efficace, c'était que le catholicisme est venu. Et donc, on est venu changer nos valeurs, nos systèmes de croyances. Et donc, il dit, it was a psychological war. Donc, il y a une guerre psychologique qui a été menée contre nous, à commencer par les églises qui sont venues falsifier nos méthodes et nos modes de croyance. Moi, je dis deux choses pour conclure. Les erreurs que nous avons commises, la première, on a un manque d'organisation. Il a parlé de organisation. Et deuxièmement, il a dit theory, une théorie. Il dit que malheureusement, le Kamit, lui, il considère que la théorie, c'est une perte de temps. Il dit que lui, il adhère à un système qu'on appelle African Internationalism. Il dit que nous, malheureusement, comme on est dans une certaine souffrance,
on se dit que la théorie, c'est une perte de temps. Alors que la théorie, c'est vraiment la fondation, c'est en fait une base qui va nous permettre de réfléchir et de voir le monde d'une certaine façon. Donc, il dit deux choses, organisation et théorie. Waouh. Hold on, my friend. Ururu, parce que ça, ce qu'il vient de dire, c'est très bon. Mais est-ce qu'il veut progresser? Parce que là, j'ai envie de lui poser des questions. Donc, soit il avance, soit je pose mes questions. So Mobali Makasi says, Uhuru is very pleased with what you have said. He says, would you like to carry on and dig deeper, or do you allow him to ask the questions? Yes. And I want to say also that Africans in French control Africa or the African world, whether that's Martinique, Guadeloupe, or in the colonies of French colonies also. And I think this stems from a certain tradition in France, have really at different times been extremely important in dealing with the question of theory. And so I'd assume that would be appreciative, something appreciated by you, comrades, and probably many of your listeners. This question of theory is not something that's foreign because of who the colonizer was in part, and because of our own mission to meeting our oppressors. Another thing I want to mention in terms of what influenced me as an individual. And there were two things. One, my grandmother. One, her son. And another is the fact that I was born at a very critical time in the history of the world. During a time where this time frame that India became independent, China became independent, and struggles for national liberation were gaining traction everywhere. And despite the fact that I was not necessarily conscious of a lot of that, this was a reality that permeated the world that I grew up in, and a world that presumed the invincibility of white people, the white man, white power, and the inevitability of a permanent domination of the world by white people. So China, India, and other struggles of people for independence and liberation that I was aware of at the time also helped to influence how I would understand the world. I had a grandmother who I didn't know it at the time, but when I was a child, a very small child, she would read Bible stories to me all the time. I only understood within the last 20 years or so that she was giving me political education. And these were stories about people in the Christian Bible who suffered oppression and who rose up to overcome that. And especially those who led those struggles. My grandmother, I was taught her, would teach me these stories over and over again. She had a son who was not in the movement, was not a revolutionary, but he was an extraordinary physical specimen, and he fought in the streets unhesitatingly. And on one occasion, at least by himself, physically beat down, defeated like six cops, 6 policemen in the street. This was his courage and power, and he didn't have any respect for white power. In fact, he would say to me often when I was a child, he would say he didn't understand those Africans who would dare to challenge him physically. He said, why is it that they would want to jump on, they would run from a white pussycat, talking about the police. They would run from a white pussycat, but they wanted to jump on an African lion. This is what he would say all the time. These were influences in my life, that helped to shape and mold me. And I wasn't experiencing them at that time like that, but I'm sure that's part of the summation of who
who I have become in this process. Uhuru. Oh. Donc, frère, je vais te répondre par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que je commencerai par dire ceci. Effectivement, la raison pour laquelle tu étais content du fait que j'ai parlé de la théorie, c'est qu'effectivement, on est dans un monde, en particulier en France, où on a la France-Afrique, où on a le contrôle de la France, que la France contrôle des pays comme la Guadeloupe et la Martinique. Donc, effectivement, c'est vraiment important d'avoir cette compréhension de cette théorie que nous devons mettre au point pour pouvoir être libérés. Mais j'aimerais parler de deux choses. Un, de ma grand-mère, et puis de parler également de l'époque dans laquelle moi j'étais né. Quand moi je suis né durant une période où la Chine devenait indépendante et l'Inde devenait indépendante. Et donc, je suis né dans une période où justement l'invincibilité des leucodermes était en train d'être menacée. Parce que pendant des années, on nous avait montré que le blanc, c'est Superman, c'est le plus fort et tout ça. Mais voilà que je viens au monde dans un moment où justement le pouvoir des blancs, il est un petit peu défié parce que des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde décident que non, on en a assez du royaume britannique. Nous, on veut être indépendant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ma grand-mère, elle, je n'ai compris ça que 20 ans plus tard, quand bien même elle me lisait des récits bibliques, en fait, elle était en train de me faire une étude, un développement politique. Quand bien même elle utilisait des récits bibliques, des récits d'un peuple qui est dominé, d'un peuple qui a souffert, et puis un peuple qui parvient à se libérer, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était pas simplement l'histoire et le fait qu'on était en esclavage et qu'on était libre, mais c'était surtout l'histoire des leaders qui allaient justement permettre que le peuple devienne libre. Donc ça m'avait vraiment aidé. Et également, ma grand-mère avait un fils. Et ce fils était quelqu'un qui n'avait pas de respect du tout des Blancs. Et d'ailleurs, même, c'était quelqu'un qui était connu pour avoir pris six flics donc à lui tout seul, et il les a tabassés, il les a bien rossés. Et c'est quelqu'un qui disait... Je veux donner le nom de ce monsieur-là à mes enfants. C'est un héros. Pour moi, je ne connais pas ce monsieur. C'est un héros. Je dirais même, c'est un super héros. So I'm in the middle of translating. Brother Mobali Makasi, he's interrupting this translation. He says... Whatever the name of the son of your grandmother, I'd like to know his name so that I'll give that name to my children, because that man, I don't think that he's a hero. I think he's a superhero. But please allow me to continue the translation. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a pris 6 flics et il les a tabassés, et il disait, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des Kamites qui, eux, ont peur des Blancs. Et donc, moi, je me dis, mais tiens, mais ces flics, ils sont rien du tout, alors que moi, je me considère... Comment ça se fait qu'on a peur d'attaquer un flic blanc qui n'est rien du tout, mais on veut m'attaquer moi, qui me considère comme un African lion. Donc, il est en train de dire que ça ne tient pas la route d'avoir peur des flics, qui sont des moins que rien, mais on veut s'attaquer à ce frère-là qui, justement, se considérait comme un African lion. So what was the name of that brother Omali Yeshitela? His name was Samuel. Sammy Thomas. That's how he was known. Yeah. Donc, son nom, c'était Samuel Thomas. Ok, mais je vais un peu africaniser ça, parce que Samuel... Mais je vais trouver une façon pour que ça sonne un peu africain. So Mobali Makasi says... he's got a problem with that name, but he's going to try to find a way to Africanize that name so that he can give it to the child. Voilà. Tommy. Voilà, je vais l'appeler Samori. Samori Watoma. Voilà. So he's going to call him Samori Watoma. Uhuru. Dis au grand frère, il a touché à quelque chose de très très important. Il fallait que je le laisse finir sur la deuxième partie, mais je vais revenir là-dessus. C'est vraiment très très important. Il a dit que ce qui nous manque, c'est la théorie et l'organisation. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas tout dire comme ça parce que les locodermes nous écoutent, de toutes les façons. Mais je ne peux pas le laisser dire une phrase comme ça et puis faire comme si j'ai rien entendu. Est-ce qu'il peut me donner quelques lignes lorsqu'il nous dit que c'est la théorie et l'organisation qui nous manquent? Concernant la théorie, à quoi il fait allusion?
Et concernant l'organisation, à quoi il fait allusion? So, Brother Omali, Yeshitela, what you have said is so critical and so powerful that I cannot just let you drop it like this and leave it hanging. Now, I am aware that on this platform, the Caucasian man is going to listen to us. So I'm not expecting you to uncover everything. But when you're talking about theory, first of all, I totally agree with you that what is lacking in our organizations, in our structures, are two things: the theory and the organization. So when you're talking about theory, what are you talking about? And when you talk about organization, what are you talking about? So if you can dig deep, but I understand that you cannot say everything That's good. openly on these platforms. That's good. Because if your work is not guided by theory, you can't say to what end anything you are doing is about. So anything is okay. Marcus Garvey built an incredible organization. He was an African fundamentalist. He organized African people globally based on his assumption of the universality of the conditions of African people and the universality of the struggles that we would have to make. That influence. He understood economically the situation we were confronted with and the fact that we had to have organization. This stemmed from the theory of African fundamentalism that was promoted by Marcus Garvey. And he had many enemies within the African so-called leadership structure. But he was able to lead millions of people because people wanted to have an explanation of reality that took them beyond where we are and saying where it is that we are going. We in the African People's Socialist Party consider ourselves 21st century Garveyites. We are African internationalists. And we have created theory based on that has its origin, has its beginning on the development of the role of African people in the development of the political economy that dominates the world today, capitalism. And so our theory stems from that. It's not just something that we went into a room and conceived. It's based on that and the examination of our history related to that and subsequent to that. And organization is crucial because we have to have a certain discipline to carry out the theory. People who say that they are revolutionaries or that they are socialists, often you should have a problem with it because they cannot say what is the theory that leads them, that guides them. So that it's not just every now and then you come up with something depending on what's happening today. So what is the theory? One. Two, if you say that you are a socialist or a revolutionary, in order to make revolution and to achieve socialism, you have to have a vehicle to make that happen. And organization, this is what we mean by organization. We believe that the political party is the highest expression of organization that we can have for capturing political power and wielding political power. Everything that you see us do, all of the projects we're engaged in all around the world is preparing to govern. Our objective is to have the power and to govern. And this, for the working class, of course, is something that we're constantly learning how to do more effectively because we've been taught by life and by our oppressors how to be governed, but never to govern. And third, we understand that revolution is not an incident. It is a process. It's a process. So that just because you're angry doesn't mean that you have the ability to make revolution. You engage in a process because you recognize some things about the social system itself. And it is a social system that requires our subjugation in order for it to be successful. It is a social system that negates our ability to feed, clothe, and house ourselves
for it to be successful. So we know what created it, how it got to be this way. Therefore, we have the ability to develop strategies and an ongoing process of undermining the system itself. Because it may be that point where we actually take power may be the easiest thing that we do. The work to get there is the critical thing, and that's why we need theory, that's why we need organization, and that's why we have to require that anybody who's talking about they're socialists or revolutionaries to create those organizations. Socialism is not coming just because you wish it to happen. The fact is that socialism and capitalism cannot coexist in the same social space. Socialism can only come into existence through the defeat of capitalism, and capitalism cannot be defeated without the defeat of colonialism, which is the foundation that it sits on. Acheté. Oui, donc... Attends, il faut qu'il souffle. So, Brother Mobali Makasi is saying that Brother Omali Yeshitela, you might need to grab a bottle just to cool down a little bit so that you can breathe, which will give me the time. On le veut en vie. So we can see that you're on fire already. Oui, frère Mobali Makasi, tu as raison, parce qu'on a besoin de deux choses. Il nous faut une théorie et une organisation. Parce que si on n'a pas de théorie, en fait, ce qu'on fait, on le fait pourquoi? C'est dans quel but? So what is the end? Parce que si on n'a pas un résultat qu'on s'est fixé, en fait, on va vers quoi? Donc, en fait, une théorie, c'est en fait une boussole qui va te guider. Parce que si on regarde l'histoire, Garvey, c'était un fondamentaliste. Ça veut dire que lui, il avait regardé autour de lui et il a vu que les conditions dans lesquelles le peuple vivait étaient des contraintes et il s'est dit, les conditions dans lesquelles le Kamit vive, eh ben, on les retrouve un petit peu partout. Donc, il avait une vision et il s'est dit, on va mettre au point une organisation, et c'est même comme ça, comme c'était un fondamentaliste, il a dit que notre problème, il est universel. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il fallait que vraiment partout, on s'organise d'une façon universelle pour qu'on mette au point une organisation qui allait vraiment s'occuper de tout le monde. Et il ne faut pas oublier que Marcus Garvey, comme il le dit, had many enemies. Il avait beaucoup d'ennemis. Mais malgré tout, il s'est dit, je vais mettre au point un système qui va s'occuper d'aider des millions de personnes. Alors nous, en tant que African Socialist Party, donc le parti des socialistes africains, on a une théorie qu'on appelle African Internationalism. Et on dit qu'on regarde la réalité de ce monde, on voit qu'on est un peuple qui a été esclavagisé, un peuple qui a été mis dans des conditions atroces, de Jim Crow, de ceci, de cela. Nous, on se dit, on a pour mission de combattre le capitalisme. Et c'est pour ça qu'en tant que système, en tant que African Socialist Party, on se dit que cette mission, il faut qu'on la mette au point. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, organisation. L'organisation entraîne deux choses. Discipline. Parce que si on n'a pas d'organisation, on ne peut pas... Vas-y, pull up, vas-y. Ouh, je suis obligé de pull up. Excellent. Donc, si on n'a pas d'organisation, on ne sait pas avoir de discipline parce que tout est en fait laissé en l'air. Donc, il faut cette discipline et cette discipline, elle est cruciale. Il dit « it's crucial ». Donc, il faut deux choses qui puissent coexister. Il faut d'abord qu'il y ait une théorie qui va enseigner sur quoi on veut aller. Et l'organisation, il dit que l'organisation, it's a vehicle. C'est la voiture, c'est en fait l'élément qui va te permettre d'aller là où tu veux aller. Et il dit, il y a trois choses. La raison pour laquelle on met au point un groupe, une organisation comme le groupe Muntu ou comme le groupe Uhuru, c'est pour obtenir trois choses. Political power, pouvoir économique, pouvoir politique, pardon. Deuxièmement, on met au point une organisation parce qu'on se prépare à gouverner. We prepare to govern. Parce qu'on n'est pas simplement là pour revendiquer des droits. On est là pour dire que si jamais un jour on est là, on arrive au sommet, ben, il faut qu'on se prépare à gouverner. Et troisièmement, il dit, il y a une raison que quand on a une révolution, ce n'est pas la fin, c'est un processus. It is a process. Parce que sinon, demain, un Floyd se fait floyder, on manifeste. Demain, c'est celui-ci qui peint, qui va taguer une statue, on manifeste. Non, il y a un process et c'est ça qu'il faut mettre au point. Et donc, il dit,
on doit mettre au point toutes ces stratégies dans un seul but, c'est de détruire le système qui existe. Parce qu'on ne peut pas avoir le socialisme et le capitalisme qui coexistent en même temps. C'est impossible. Il faut qu'il y en ait un des deux qui tombe. Donc, il faut détruire ce capitalisme. Et pour cela, il faut que le capitalisme absolument soit détruit parce qu'on ne peut pas avoir l'un qui existe et l'autre qui existe aussi. Il faut qu'il y en ait un qui tombe. Voilà. J'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il me permet? So Mobali Makasi wants to ask a question. Do you give him permission, please? Please, Ok. Africa. Ok. Ouh. Ça devient maintenant ma façon de parler. Hein. Tu me dis- So now I've adopted a new way of talking. Every time I'll say something, I'll use the word uhuru. Voilà. Mon ami, je vois que tu es chaud contre le capitalisme. Mais qu'en est-il dans la vie pratique de certains Noirs qui votent? Est-ce que les Noirs, selon toi, moi personnellement, je ne vote pas parce que je n'ai pas envie de renforcer le système des locodermes qui me butent ou qui butent les gens de ma communauté. Donc je ne vote pas. J'ai arrêté de rentrer dedans. Mais je veux savoir quel est ton point de vue sur les Noirs qui sont partout, même chez toi, aux États-Unis, même peut-être toi-même. Leur position concernant les votes des locodermes. Ça va être comment pour les Noirs conscients? Est-ce qu'on vote quand même ou bien nous, on les laisse démerder dans leurs histoires? So, brother, I can feel that you are on fire, following the development that you've just given us. Now, I'd like to talk about another subject that is voting. Now, Mobali Makasi is not aware that you've got two candidates who recently got elected, so he's not aware of it. But Mobali Makasi would like to know, what is your take on the voting and what should we be thinking about our brothers and sisters? Mobali Makasi himself says he does no longer vote. So he leaves the white man to do his stuff, but he says, what do we have to think about our brothers and sisters with regards to the element of voting? Is it something that we should be doing or should we stay away from it? Il faut que je vais encore amplifier. Hein. Parce que tu sais, heureusement que je ne vote pas parce que je me sentirais très mal. Je pense à tous les Noirs qui ont dû voter, comment ils appellent, qui ont dû voter Sarkozy. Et que le lendemain qu'il est passé, le premier geste, c'est d'insulter les Noirs en disant que les Noirs ne sont jamais rentrés dans l'histoire. Je pense à tous ces Noirs-là qui ont voté, tous ces présidents français qui ont été responsables du meurtre de Kadhafi, qui a déstabilisé toute l'Afrique. Donc tous ces Noirs qui ont voté ces locodermes ont du sang dans les mains. Parce que c'est eux qui ont donné le pouvoir à ces locodermes pour faire tout ce bazar aujourd'hui qui a déstabilisé le Mali et l'Afrique maintenant est dans des histoires d'attentats comme ce qui s'est passé au Kenya alors que jusque-là l'Afrique était préservée. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté je ne vote pas parce que je n'ai pas envie de renforcer le système qui nous tue. Donc voilà. Je voulais que tu rajoutes ça parce que du coup, ça va avoir de l'influence par rapport à ce qu'il va dire. So Brother Mobali Makasi says it's key that he adds certain elements because this will help you better explain the situation. He says the reason why me, Mobali Makasi, I personally stopped voting is because, for example, we knew that we had this French president called Nicolas Sarkozy. A lot of brothers and sisters voted for him, but as soon as he got elected and he became president, he was insulting Africans by saying that Africa did not enter history. And then so I stopped voting because a lot of our brothers and sisters have voted for French presidents who participated in the killing of Muammar Gaddafi. So which means that those brothers and sisters are responsible and they've got blood of our brothers and sisters in their hand because through the voting of those crazy presidents, they were able to destabilize places like Mali, Kenya, and these are the reasons why I stopped voting. So what is your answer? Well, I want to come back to that question, if I may. I'd like to begin, preface everything by saying that our theory tells us that we are one nation of people, that the African Revolution itself must result in consolidation of the African nation. We disagree with this Pan-Africanist concept of we are an African people. We are one people. We are Africans across the board. And so it is the responsibility of the African Revolution to consolidate the African nation, to give it coherence,
and we cannot even win freedom without that. So that's why what we try to do, is put the African revolution in every African community in the world, so that, as Garvey did before, so that there are organizations of the African People's Socialist Party. There's the Uhuru movement that's there in the shanty towns in South Africa right now. So that we have a foothold in Tanzania, in Ghana, in Sierra Leone, and other places right now, and in Europe, and in North America, and in the Bahamas. So that we're working we have our presence is in Guadeloupe right now. So this is what it is that we're trying to do, because we're going to have power. As an African people, we have to have power as Africans. We have to have the ability to govern ourselves, and that's going to be global. That's going to change the entire economy of the world when we capture all of our resources through revolution, which means that we have a responsibility in Martinique and Guadeloupe. We have a responsibility in Nassau. We have a responsibility in the U.S. and in South Africa to take power and to be a part of a process of taking power. That's our objective. Because if you are talking about being free, and you're not talking about capturing power, you are fooling yourself, and you're fooling all of those people who you tried to convince to follow you. The objective has to be freedom, liberation, and you can't do that except by taking it, because the one who oppressed us, they didn't vote themselves into position. And so I think it's really important for us to understand that we're talking about a global structure and struggle. And our organization, when we talk about organization, we're talking about organization being all over the world. In the smallest African community to the largest city that we live in this political construct that the colonizers have developed and devised. We have to have organization that's connected to organization every place else, that we can have a strategic approach to getting rid of all the enemies of Africa, those who come from outside and those who they've created inside. They have to go, and Africa has to be united. That's how Africa is going to be united. It's not going to happen through a bunch of so-called heads of state getting together and say, let's unite Africa. Gaddafi couldn't do it, and Nkrumah's may have been able to do it eventually, but it's going to take revolution on the ground. That's what we are involved in trying to do. One. So I want to say that voting. I'm sorry, I could have told him about Sarkozy and the others who are colonizers in the first place, and secondly, the electoral process that's been offered to us is something so that the oppressor, it's a non-violent contest between different sectors, contending sectors of the ruling class for control of the state. If you look at the United States, for example, where it costs more than $2 billion, I think there was a total of something like $7 billion spent by candidates to become president of the United States. Where did that money come from? It came from the particular interest sectors of the ruling class who wanted to control the state. And they used people like Donald Trump and Joe Biden or Barack Hussein Obama. And they used Sarkozy, and they used all these other forces to carry out their mission. It's their program that they put forward. It's not our program. And so their objective is to protect the system by creating a non-violent way that contending capitalist forces can fight for control of the state to their own political and economic advantage. Now, and saying that, we have participated and do participate in elections at different times. And we do this with an understanding and a stated objective of capturing political power, because we do not concede any element of political space to the oppressor. So if there's any democratic space at all that we can take to put revolution on the agenda, to win masses of African people closer to an understanding what the revolution is and what the struggle of our people is about, to make them have to vote for reparations, to make them have to talk about Black community control of the police,
to make them have to talk about getting rid of this AFRICOM. Even as we are building in Africa to get rid of AFRICOM, if we can use these processes as a part of the process to undermine the system, to deepen the contradictions of the system, and we do it and have done it and engaged and recently engaged in the election process in St. Louis, Missouri, as an example, and also in St. Petersburg, Florida. Brother, I will get that, but I'd like to ask you a question about the reparation. Frère, je vais traduire. Après, si tu peux me le permettre, j'aimerais poser une question sur les réparations. So, let me just get this. Donc, frère Mobali Makasi, tu as raison que la théorie, c'est super important, mais c'est super important. Et la théorie, c'est quoi? We are one nation of people. On est une nation de personnes. Ça, il faut vraiment qu'on le dise. Il faut que ça rentre dans la tête des Kamites, que nous, ce que nous voulons, c'est une African Revolution. Vraiment, c'est ce que lui, il dit que nous devons vraiment avoir ça, parce que we are one African nation. Il n'est pas trop d'accord avec le concept du panafricanisme, mais il dit que nous, on doit vraiment adhérer à l'idée que we are one African nation. Et le but justement de cette révolution, c'est we need to consolidate as an African nation. Donc, les personnes qui vivent en Guadeloupe, les personnes qui vivent en Martinique, les personnes qui vivent sur la terre-mer, les personnes qui vivent dans les Comores, que ce soit... Toutes ces personnes doivent vraiment se consolider en tant qu'une seule nation africaine. Et c'est ça qu'on doit le faire. Et ce qui est important, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'on a une mission, on doit mettre l'idée de la révolution dans la tête de chaque Kamite. We have to put African revolution in every African in the world. Donc vraiment, on doit insister pour le faire. Il dit que ce soit en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Sierra Leone, en Amérique du Nord, dans les Bahamas, en Guadeloupe, on a cette nécessité et cette détermination que c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'on doit se consolider, parce qu'il dit « we need to get a power so that we can govern ourselves ». Parce que le but, ce n'est pas simplement de prendre le pouvoir, c'est simplement qu'on prend le pouvoir parce qu'on veut se gouverner nous-mêmes. Et on doit le faire parce que si on le fait, we are going to be able to capture our resources. Donc, une fois qu'on a le pouvoir, maintenant, on peut contrôler nos ressources et les orienter de façon à ce que ça nous aide. Et ça, il dit, we have that responsibility everywhere. Il faut qu'on le fasse partout. Et c'est pour ça que le problème des Martiniquais, ça nous concerne. Le problème des Guadeloupéens, ça nous concerne. Le problème de l'Afrique, ça nous concerne. Le problème de l'Amérique du Nord, ça nous concerne. Et il dit que notre objectif, c'est to capture power. Le but du jeu, ce n'est pas juste de faire du bruit. We need to capture power, parce que quand on capture ce pouvoir, maintenant, on peut avoir cette liberté. Il dit, si on regarde bien les Caucasiens, they didn't vote into this position. Donc les Blancs n'ont pas voté justement pour être à la tête. Ils se sont imposés. Et c'est pour ça que nous avons cette obligation de capturer ce pouvoir et de l'imposer nous aussi. Et il dit qu'on doit mettre au point des organisations qui sont connectées. Donc, il faut qu'il y ait des groupes en Afrique, des groupes qui sont en Amérique, parce que ces organisations doivent se connecter de sorte qu'on peut travailler ensemble et essayer de vaincre les ennemis de notre peuple. Donc, il dit vraiment c'est ce qu'il faut. Et il dit, en parlant de Sarkozy, c'est la même chose qu'on voit aux États-Unis, que les élections, c'est en fait a non-violent context for control of the state. Donc, que les élections, c'est en fait une compétition, un concours des personnes qui se sont arrangées pour contrôler de manière non violente l'État. Donc, on a des personnes comme Obama, comme Trump, Sarkozy, qui sont des pions du système, donc des pions qui ont été mis là parce qu'on veut contrôler l'État de manière non violente. Mais les idéologies, les concepts qui sont mis au point, ce n'est pas les concepts du peuple, ce sont les concepts de ces mêmes personnes, de ces Obama, de ces Sarkozy, de ces Trump, qui eux ont justement une mission to protect their system. Donc ils veulent protéger leur système, c'est pour ça qu'ils investissent 2 billion pour faire des élections, pour justement préserver ce système-là. Donc nous, on a un travail, c'est qu'on doit capturer, we need to capture that political power. Il faut qu'on puisse capturer ce pouvoir et pouvoir le contrôler. Et c'est pour ça qu'il faut une révolution. Il dit,
on doit devoir voter pour qu'il y ait des réparations, parce qu'il y a des contradictions, parce qu'on est malmené, etc. À ceci, j'aimerais lui poser la question. Brother, my question to you is... Attends, juste avant que tu poses ta question, il me semble que dans la traduction, il y a un souci, parce que je ne pense pas qu'il a dit qu'il n'aime pas qu'il avait un problème contre le panafricanisme. Il a ciblé un type de panafricanisme. Et parce que là, mon pote, là, tu nous as mis un peu dans la merde dans ta traduction. Parce que je ne pense pas qu'il soit contre le panafricanisme, mais il est contre un certain type de panafricanisme. C'est ce que j'ai cru comprendre. So Brother Mobali Makasi is challenging me on the translation, which is probably true. Apparently, I said that you are not in favor of capitalism. You are more in favor of, where did we say it? C'était le contre, qu'il n'était pas pour le panafricanisme. Yes, so that you are not in favor of Pan-Africanism, but you are more in favor of African socialism, African, how did you say it? Internationalism, yes. Yeah, and that was correct, because the fact is that Pan-Africanism... Sorry, question. Am I correct by saying that you are not in favor of Pan-Africanism? Yes, yes. There you go, frère, donc j'avais raison. Ah ouais? Mais comment ça se fait que tu comptes le panafricanisme, je te vois en mode Garvey? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne suis pas très content. So, Brother Mobali Makasi is saying, how can you be against Pan-Africanism when I can see that you are a Garveyite? Is by Race First by Tony Martin. Garvey was not a Pan-Africanist. Ah ouais? Even though Martin sometimes says it and Pan-Africanist says it, Garvey was clear on that. Pan-Africanist movement as a political movement organized by W.E.B. Du Bois in 1919 with this first Pan-Africanist Congress happening there in Paris, France, was organized to defeat Garvey, to crush Garvey, and it was an organization of African intellectuals, petty bourgeoisie, the NAACP of the United States that were Du Bois. Yes. Brother Omali Yeshitela. Because this subject is so critical, can we take it in small chunks? Because I knew that when I did the translation, I translated correctly. Donc je dis au frère Mobali Makasi que j'ai fait exprès de dire ça et je préfère qu'il y aille par petits bouts, comme ça on le comprend clairement. So, you are against Pan-Africanism. Donc vous êtes contre le panafricanisme. Are we correct? Yes. Okay. Il va avoir la chicotte. Now, let's start from the beginning. Je suis pas content. Give me small chunks, because Brother Mobali Makasi, who's a Pan-Africanist, says that he's not happy. So give me a few sentences, and I'll take it chunk by chunk, so that we are clear. He's not a Pan-Africanist. He's a Garveyite. He's not a Pan-Africanist. He's a Garveyite. That's why the Pan-Africanists always claim Garvey. But Garvey was clear. He said it clearly. I am not a Pan-Africanist, because Pan-Africanist movement was organized by Du Bois as a means of attacking and destroying the Garvey movement. And it was a middle class, intellectually based black organization. And it was organized by the NAACP in the United States, who Du Bois represented at the time, who believed in the talented 10% of the African population representing the rest of us. It's a petty bourgeois middle class formation that was created to destroy Garvey. Let me get this. OK. Donc, frère Mobali Makasi, c'est sorti de la bouche de Garvey lui-même. Garvey l'a dit lui-même, je ne suis pas un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est un mouvement qui avait été créé par W.E.B. Du Bois. Et c'était c'était de la classe moyenne, donc c'était middle class, donc c'était des gens qui avaient créé ce système de bourgeois, en fait, dans le but de to defeat Garvey. C'était dans le but, justement, de combattre Garvey. Donc c'était, en fait, un groupe d'élitistes, en fait, qui avait été mis au point. Et donc le panafricanisme, ce n'est pas un mouvement de Garvey, ce sont des bourgeois qu'on appelait les talented 10, donc les talentueux 10. Donc en fait, j'ai déjà entendu parler de cette histoire. Évolués qui avaient mis au point un système pour combattre Garvey. Tu sais quoi? Là, je suis obligé de le faire revenir parce qu'on a dit 2 heures et là, ça fait 1h30 passée. Et j'ai encore plein de questions.
Tu dis au grand frère, je suis obligé de le faire revenir sur ce sujet. Je suis obligé. Parce que maintenant qu'il a ouvert cette porte, je ne peux plus. Parce que moi, du coup, là, il faut qu'il me donne un cours d'histoire. Donc là, tu lui dis déjà que je suis obligé de le faire revenir sur ce sujet. So, Brother Mobali Makasi says it's 1 hour and a half that we've been talking, and he says, with your permission, he would like you to come back for a third time because he'd like you to give us a history lesson, because he'd like that you really help us understand the confusion where many of us are into Pan-Africanism, where in reality, we actually shouldn't be Pan-Africanists because it is something that was created by the enemy of our people to unite and fight. Donc, so this is the translation. Ok. Would you agree to come back for a third time then? Ah, il faut qu'il accepte. Sinon, je vais le chercher. Sinon, je vais le So chercher. Mobali Makasi says that even if you had said no, he would have come himself to come and get you. Avec un Uber. Driving a Uber taxi. Non, il faut qu'on évolue parce qu'il nous reste une demi-heure et j'ai envie de faire vite. Thibaut, tu vas poser ta question. Je pose juste l'essentiel et après tu vas poser. Yes, so we've got 30 minutes left, so we're going to go straight to the point. Tu veux que je pose la question maintenant? Attends, je pose déjà la mienne, après comme ça tu poseras la tienne et on va terminer avec ça. OK. Ça va être donc ma dernière question. Comment, mon ami, on va faire cette libération, sachant que peu importe ce que nous allons faire, tu as dit qu'il faut une théorie, qu'il faut une organisation, mais peu importe ce qu'on va faire, les locodermes ne vont jamais nous lâcher. Là, tu ne dois même pas être étonné que là, certainement, les services secrets, peut-être français, nous écoutent. Parce qu'ils savent bien qu'à chaque fois que les Noirs se regroupent, ils attendent juste le jour qu'on est puissant pour commencer à nous chicoter. Mais là, pour l'instant, ils nous laissent bavarder parce qu'ils se disent « Ah, il y a combien de vues? Ah, c'est pas encore puissant. » Mais imaginons, je peux te dire, cette émission-là, elle aurait fait un live de plus d'1 million de Noirs. Tout de suite, la chaîne serait bloquée. Tout de suite, là, je serais en mode garde à vue. Et toi, là, je pense que tu aurais déjà quelques appels. Tu vois? C'est ça. Donc moi, je veux savoir, théorie, organisation, mais qu'en est-il de la défense? Et voilà. Excellent question. Voilà. So Mobali Makasi asked the question. He says, yes, we did talk about the theory. Yes, we did talk about organization. Mobali Makasi says he's aware that as we speak, the French Secret Service are listening to this program. And we are full aware that they're looking at this and they're saying, well, we've got 100 views. Well, that's okay. But if we had 1 million views, we would have had this program completely shut down and you would have started receiving phone calls from whoever, and Mobali Makasi would have been in trouble. So the question that Mobali Makasi is asking is, yes, we talk about theory. Yes, we talk about organization. How and where do we go from here with regards to liberating our people? The question to you is, what about defense? We talk about theory, organization. How about defense? Mobali Makasi specifically talk about military defense. So the ability to defend ourselves against our enemy, who are armed, as Amos Wilson talk about, the power differential, meaning that those who are against us are fully equipped with weapons to kill us. Je finis juste en disant, tous les gens qui ont essayé de défier les locodermes, on sait où est-ce qu'ils ont terminé, dans les cimetières, et aucune personne ne va... D'ailleurs, tous les gens qui sont morts pour la libération africaine, il n'y a pas de jour férié pour eux, et les Africains les ont complètement oubliés. Il n'y a que nous autres là, les résistants, on essaie de prononcer leur nom. Donc toutes ces personnes-là sont tombées dans l'oubli. Et je n'ai pas envie de finir comme eux. J'ai envie, moi, au moins de résister. Donc qu'est-ce qu'il a comme plan pour la défense? So Mobali Makasi says he would like to know what are your plans for defense. He says, because we know that all those who stood up against our enemy ended up being killed. And when they are killed, there's not even a bank holiday for them to celebrate them. It's only us who are in the revolution who remember their names, but there is no calendar that says that this is a bank holiday for Thomas Sankara or so on and so forth. So what is your take on the defense? One thing I want to say is that I know that the French Secret Service is listening and viewing this program, just as the American U.S. intelligence organization with a much greater reach even than French. But the French know and understand that even though this is a small group of people talking,
that they experienced, and I want to respond also to brother, who was it you Omali said Makasi. that quoted? No, the brother who In Amos Guadeloupe? Wilson, T. Wilson, Yeah. talks about the arms of our enemy. The French know that a man whose name is Vo Nguyen Giap, who organized an army in Vietnam, started out with sticks and 1 or 2 pistols, and went up against the might of the French military and crushed France in 1954. And under the same force of developing how to fight our oppressors, this same force defeated the United States, the greatest military power on the planet Earth, was defeated by the Vietnamese Revolution that started out with nothing, no arms, anything at all. And the French know what happened in Algeria. They still have a bad taste in their mouth because of the defeat in Algeria. So the French know that despite the fact that they're looking perhaps at a small group of people in the beginning, that these ideas and organization can and genuine revolutionary tactics and strategy can lead to their defeat. And the other thing I would say is that anytime you find an oppressed people, you will find the oppressor with all the modern guns and capacity, otherwise they couldn't oppress us. So that I'm saying that they have to be destroyed, and more than that, we have to recognize, I think it was Mao Zedong who once said that in a war of national liberation, every act is self-defense. Every act is self-defense. So this notion of you can only fight when an army comes into your community and shoot at you is just totally incorrect. We need a capacity all around capacity to fight using every method of struggle, not in just some defensive posture. But the problem with the African Revolution, it needs to grow a capacity to take the offensive to win our freedom. And that means by any means necessary. And there are lessons to be found in Algeria and lessons to be found by the Vietnamese and other people who've had to go up against this oppressor as well. And there are lessons in our own. Let me just tell you one lesson. Haiti. This is the greatest revolution that's happened against capitalism. The African Revolution in Haiti is something that threatened to destroy the entire capitalist system, since the capitalist system at that time revolved around colonial slavery. And Haiti defeated Napoleon's best armies and what have you. And Haiti understood that you had to fight the revolution to its completion, or it tried to. And so we know that they can be defeated. That's all I want to say. And they defeated by army. The people are weak comparatively in terms of military resources and in most instances in terms of military skills. We learned how to beat him, how to defeat the enemy by the process of fighting the enemy. You can't learn to defeat the colonizer unless you fight the colonizer. That's where most of our lessons will be learned, and we will also take what we have learned from the French, from the people who fought French colonialism, whether it was in Haiti, whether it was in Algeria, whether it was in Vietnam, and any of these places. We can win. We are. Absolutely. Donc, je vais commencer par la fin et puis je vais reprendre au début. Le frère Omali Yeshitela a dit que on parvient à vaincre son ennemi, non pas en lisant sur une théorie ou en lisant dans un bouquin, mais on va vaincre l'ennemi en se battant contre l'ennemi. Donc, we are not winning by learning how to fight, but we fight the enemy. Donc, voilà ce qu'il vient de dire. Alors, frère Omali Makasi, il est évident qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, les services secrets français et les services secrets américains sont en train d'écouter.
Ça, on ne se fait pas d'illusions, on le sait très très bien. Mais il faut savoir qu'en parlant des services secrets français, ils le savent très bien, ils ont vu ce qui s'est passé au Vietnam. Ils savent bien que les Vietnamiens, qui étaient peut-être moins armés que les Français en 1954, sont parvenus à donner une déculottée aux Français en 1954. Donc, et ils l'ont fait non pas avec des armes atomiques, mais ils l'ont fait avec des bâtons. Donc, c'était une question d'organisation plutôt qu'une question quelles sont les armes que j'ai, est-ce que c'est égal ou c'est équivalent à ce que l'ennemi a. Donc, les Vietnamiens, en 1954, avec des bâtons, se sont organisés et ont pu vaincre les Français. Et il ne faut pas oublier que si on reste toujours en France, l'Algérie, c'est la même chose. Il dit they've got a bad taste in their mouths. Donc, les Français ont un arrière-goût dans leur bouche par rapport à cette défaite que les Algériens se sont organisés dans toute une série d'éléments pour que, malgré qu'ils n'étaient pas aussi armés que les Français, mais l'organisation a permis qu'ils puissent le faire. Donc, le frère Omali Yeshitela, il dit qu'il faut que lorsqu'on est dans un système d'oppression, on n'a pas le choix, on doit se battre pour justement détruire ce système-là. Et il dit, d'ailleurs, Mao Tse-tung l'a si bien dit, dans un système d'oppression, quand on est détruit, quand on est vraiment subjugué, every act is self-defense. Donc, tout ce que nous faisons, c'est de l'autodéfense. Donc, il ne faut pas voir la défense comme étant un système militaire avec des armements. Il dit que dans un système où on est écrasé, tout ce que nous faisons est de la self-défense. Que ce soit des chaînes YouTube comme nous le faisons, que ce soit des chansons de révolution, que ce soit des peintures, des dessins, tout ce que nous faisons devient acte de self-défense. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que peuple qui est dominé, il faut qu'on puisse organiser tout autour de nous un système, et comme il le dit, by any means necessary. S'il faut chanter, on va chanter la révolution. S'il faut taguer, on va taguer la révolution. S'il faut faire des chaînes YouTube, on va faire des chaînes YouTube. Donc, cette révolution, elle va prendre toutes les formes parce que la défense, elle n'est pas que militaire. Et il termine en disant, il ne faut pas l'oublier, la plus belle chose qui soit arrivée, c'est Haïti, où on a un système qui avait presque anéanti un système de capitalisme colonial, où on a la plus grande armée de Napoléon qui a pu être mise à genoux par le peuple africain. Donc, il dit que nous, on ne doit pas lire dans les bouquins comment gagner, parce qu'on l'a déjà fait. Et il faut simplement qu'on ait ce courage de pouvoir se dire, l'ennemi, on peut le vaincre et on peut le faire. And let me say, Chapeau. let me say that part of what we Chapeau. learned from the Chinese, and that was really perfected by the Vietnamese Revolution, and we've seen this happen every place serious struggle is taken, is the concept of people's war. What we're talking about, national liberation, is not going to be a contest just between armies. It's a contest between the people and the army of our oppressor. And that we will never know freedom. We will never know liberation unless we do the political work in the communities that we live in, that turns every African community, every colonized African community, into a conscious opponent of colonialism. We have to do that. And if we succeed in doing that, this is what Mao talked about when he says that the gorilla has to be the fish in the sea. And the sea, of course, is the masses of the people who will embrace the gorilla, who will protect the gorilla. That's why in Vietnam, the French nor the U.S. never knew where the enemy was, who the enemy was. They would see the people, some plowing the field in the daytime, and that's the same one they would have to fight for their lives, fight to protect their lives from at the nighttime. The whole people become opponents of the oppressor, and Africans have to become intolerant of anybody governing us either directly or indirectly, as opposed to ourselves as a people. We have to reject that as a horrible virus that has to be ridded from our existence. So Absolutely. that's the people are critical. The Haché, people are haché. critical.
Oui, donc en fait, le peuple est vraiment l'élément critique. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec les Chinois, et ça a été mis au point également par les Vietnamiens. Il dit, dans une bataille comme celle que nous menons, ce n'est pas la guerre entre telle armée et telle armée. C'est pas ça. Et ici, on parle de people's war, on parle de la guerre du peuple. Donc ça veut dire que chaque personne qui vit doit se considérer comme le soldat qui fait partie de cette grande armée qui va vouloir se libérer. Et il dit donc il y a nécessité de ce qu'on appelle political work, à savoir que chaque kamite doit faire l'objet d'une éducation politique. Il faut vraiment que chaque Africain parvienne à avoir une certaine conscience, de sorte que quand on est conscient de ce qui se passe, on sait maintenant qui est mon ennemi et comment est-ce que je dois être à même de le combattre. Il dit que nous devons devenir intolérants face à toute personne qui veut nous imposer son système. Il dit nous devons rejeter, we need to reject that virus. On doit rejeter ce virus qui nous a été imposé et qui nous ronge petit à petit. Il dit, et c'est ce qui s'est passé au Vietnam. Les Américains se battaient contre des gens qui, le matin, ils étaient des fermiers en train de labourer la terre ou des agriculteurs. Mais le soir, ce sont des gens qui changeaient de costume, et ben c'est eux qui allaient dans les maquis et qui se battaient contre l'ennemi. Donc vraiment, on doit avoir un peuple qui est conscient et qui est prêt à se battre. On which case, brother, I'd like to ask you a question. I'm going to ask it in French first, and then I'll say it in English. Donc la question que j'aimerais poser au frère Omali Yeshitela, aux États-Unis, il y a un gros débat qu'on entend souvent, à savoir qu'il y a un certain segment des Noirs américains qui veulent avoir des réparations, mais ils veulent des réparations pour les Noirs américains seulement. Donc, en fait, ils font la séparation entre les descendants d'esclaves, donc African descendants of slaves, donc ceux qui se disent liés directement à l'esclavage et eux, peuvent avoir accès à des réparations, mais les Africains qui seraient restés sur le continent, eux n'ont accès à rien du tout. Donc, en fait, il y a cette séparation. Et donc, la question que je lui pose, c'est qu'est-ce qu'ils pensent justement de ces gens qui veulent se séparer? So, the question to you is, what is your take on the brothers and sisters who want to separate our people, saying that reparation should be given to those who consider themselves the descendants of slaves and the others who were separated from their family members through the horrors of colonization and enslavement? Well, first of all, Africans are not descendants of slaves. We are descendants of free people, free people, free people. Secondly, this whole concept of slavery of African people in America came about because Africa was attacked. Africans are in America and in the Americas as a consequence of Africa being attacked. 14, 15, 600 years ago, the Portuguese initiated this attack on Africa that resulted in what was called the transatlantic slave trade. So you cannot get to the question of reparations by separating African people in the United States from African people elsewhere. And I am convinced that it is a project of American intelligence organization that's projected that concept of some American descendants of slaves into our community as would-be recipients for what they call reparations. Right, ok. Donc, la réponse que je donne, c'est que ceux qui se disent que nous sommes the African descendants of slaves, donc les descendants d'esclaves africains, je dis que nous ne sommes pas les descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'un peuple libre qui a été mis en esclavage. Donc, la raison pour laquelle nous sommes des Kamites aux États-Unis, c'est parce que l'Afrique a été attaquée. Africa was attacked. Ça a commencé en 1415, lorsque les Portugais ont justement initié ce projet qu'on connaît comme étant la traite transatlantique, à savoir que les esclaves avaient été capturés sur les côtes africaines et envoyés aux États-Unis. Donc, moi, je dis simplement que ce projet qui consiste à séparer les Africains en tant qu'Africains du continent et ceux des États-Unis, c'est simplement un projet
de la US Intelligence, donc les services secrets américains, ont justement injecté ce système, ou en tout cas ce concept, pour essayer de diviser les Africains entre eux, justement selon cette question de réparation. Et ça, il ne l'a pas dit, mais je le sais, c'est pour ça que j'ai posé la question. La raison pour laquelle on veut qu'on donne les réparations aux Noirs américains seulement, c'est parce que ces capitalistes se disent bien que si on doit donner des réparations, on pourra être obligé de donner des réparations à tout le monde. Et ça, ils veulent l'éviter. Donc, du coup, ils veulent donner des réparations aux Noirs des États-Unis seulement, alors que le problème touche tous les Africains qui ont subi cela. Donc, ça veut dire qu'ils doivent payer des réparations non seulement aux Noirs aux États-Unis, mais aux Noirs de toute la planète. Et ça, ils veulent l'éviter. Donc, du coup, ils veulent orienter le discours sur la réparation des Noirs américains seulement. Excellent. Mafrika, Est-ce qu'on peut... Mafrika, just one other thing. The fact is that Africa is owed reparations for a lot of things. But one of the things that Africa is owed reparations for is the fact that Africans who would be working and developing in Africa or were instead working and developing in places like Haiti, the United States, etc. And all the wealth that we created for America, all the wealth we created for those other places is wealth that was stolen from Africa. That's Africa's resources. Donc, je termine ceci en disant, puisqu'on parle de la question des réparations, chaque fois que nous voyons des pays dans lesquels les Africains vivent, les Africains ont contribué à enrichir ces pays-là. Et justement, ce sont des ressources qui reviennent à l'Afrique. Mais il se trouve que les Africains en captivité sont allés enrichir les autres personnes. Et donc, voilà ce que le frère Omali Yeshitela est en train de dire. Passons à la fin de l'émission, puisque c'est terminé. Les 5 derniers livres qui nous conseillent, nous autres, là, la nouvelle génération, qu'il faut lire, absolument. So now, because we don't want to take a lot of your time, if we can maybe do the screen share and to see the 5 books that you would suggest us to read. Donc, frère Omali, si tu peux peut-être partager l'écran. So, brother Omali Yeshitela, if you can run through maybe the slides and explain to us what is currently on the screen so that we can inform our people, please. What we have here, or maybe Sister Kenge, I don't know if it's yourself. Yes. Are you there, Kenge? This is African Liberation Day actions that we are organizing from the United States and from France, from Europe. And one is in French, and on your left, and the flyer on the right is in English. And so this is an announcement for those African Liberation Day mobilizations. It's not large enough for me to be able to read the dates on this, but and I don't know. Are you able to say anything, Akenge? Donc là, le frère Omali Yeshitela essaye de rentrer en contact avec sa secrétaire, la sœur Ekenge, mais ce que je peux déjà vous dire ici, c'est que ce sont les activités que le groupe Uhuru aux États-Unis organise pour la prochaine journée de la libération africaine. Alors quand on parle de libération africaine, on ne parle pas de la libération en Afrique, mais c'est partout sur la planète où il se trouve des Africains, que ce soit les Africains des États-Unis, de la Martinique, Guadeloupe, eh bien, il y a une journée que ce mouvement Uhuru organise. Et voilà un petit peu ce qu'on vous montre à l'écran. À gauche, c'est la version en français, et donc à droite, c'est la version en anglais. Excellent. Et concernant les livres, là je passe. Ah non, il y a autre chose parce que ici je vois qu'il y a un truc sur la Palestine, par exemple. So now Mobali Makasi says, do you have something to say about Palestine on the 17th of May? Yes, that's going to be really important. Theme here is Black Power Unites with Palestine. And Palestine is an example of how colonialism is a global structure that facilitates the existence of capitalism. And the Palestinians are engaged in a heroic
struggle facing a genocidal white nationalist settler state. Israel is a white nationalist settler state, which is a military outpost of U.S. imperialism, and it has to be defeated. And this brutal war being waged against the Palestinian people, we have to engage and show our opposition for that. In terms of some of the suggested readings, you can see that on the screen. Comrade Louise Kinshasa is one who helped to compile this, and I would suggest that anything that's written by Comrade Louise Kinshasa should be on that list. Race First by Tony Martin should be on that list. Attends, faut qu'il nous remontre. Peux-tu nous remontrer le livre? Le premier, le premier rouge. Is it possible that you show the book Race First, unless I grab my copy here? Yeah. Yes. Voilà. Yes. Can you see it? Yeah. Non, voilà, c'est bon, parfait, nickel. That's the one. Yes. Race First. Yes. And of course, a dying colonialism. Dying colonialism, Frantz Fanon. Yes. Yeah. And toward the African Revolution. Fanon. Toward the African. C'est écrit par qui? Towards Frantz Fanon, towards the African Revolution. Yes. Okay. Yes. And an uneasy equilibrium. D'accord, donc ça, il faut qu'on l'ait. So who's the author of this one? C'est lui-même. Yeshitela. Omali Yeshitela. Okay. Placement de produit. Voilà. Regardez-moi comment il est content. And this finally, Vanguard. Vanguard, yes. Vanguard. How do you say that in French? Avant. Vanguard. S'il y a quelqu'un Avant-garde, avant-garde. Dans le live. Avant-garde. Yeah. The advanced detachment of the African Revolution. This is Omali Yeshitela. Grand frère, attends, grand frère, mais montre un peu. Tu écris beaucoup, hein, mais tu peux nous tuer avec ça. Montre un peu la grosseur. Dis-lui de montrer la grosseur. He says, could you show us how thick the book is, because apparently you were trying to kill us with such a thick book. Oh là 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 là. C'est plus gros que la Bible. So Omali Makasi says he's bigger than the Bible, than the Christian Bible. Et l'autre, il est comment il est gros? L'autre. The other one, the first book that you show about from yourself, how big is the first one, please? It's pretty big. It's pretty big. Ah, c'est beaucoup, hein? Yeah. Ok. So Omali Makasi says it's absolutely big. Ok. Grand frère, où est-ce qu'on les trouve ces livres? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que on les trouve dans les... Mais toi, tu n'aimes pas le capitalisme, donc c'est pas sur Amazon. Comment tu vends tes livres alors? So since Omali Makasi thinks that you hate capitalism, he doesn't believe that those books will be available on Amazon. So how do we purchase those books? No, they may be available on Amazon. I hate capitalism, but I ride French airlines to get to Africa and to get to France. I hate capitalism, but I'll use it. Comrade Lenin once says that the capitalist will sell you the rope to hang him with. And so, if Amazon is selling rope, then by allowing us to do this, we'll hang the capitalist with it. But I think you may be able to find it. You may be able to find it on Amazon, but you can certainly find it by going to Burning Spear. Go to apspuhuru.org. Go to apspuhuru.org. And France, what? How do you say that? APSP. Yes. Yes. Donc, apspuhuru.org, c'est l'organisation du frère Omali Yeshitela. Donc, vous voyez l'adresse web ici en bas, apspuhuru.org, et donc c'est là que vous pouvez donc vous procurer les bouquins du frère Omali Yeshitela. Il précise que quand bien même il déteste le capitalisme, mais il dit qu'il ne faut pas oublier que quand il voyage en France, quand il voyage dans les pays africains, il prend des vols Air France. Donc
quand bien même il est contre le système capitaliste, il dit que même pour visiter l'Afrique, il n'a pas le choix que de prendre des vols Air France. Et donc, Lénine avait même dit que le capitalisme va même vous vendre la corde que vous allez utiliser pour vous pendre vous-même. Donc, il ne faut pas parfois hésiter. Dis à notre grand frère, vraiment mon ami, toi, tu n'aimes pas le capitalisme, mais tu aimes bien le confort d'Air France. Mobali Makasi Tu aimes bien le champagne français. Mobali Makasi is teasing you by saying that although you hate capitalism, but you love the quality and the comfort of the French aircraft, and then probably even the champagne that they might be serving on board of those flights. But this is just teasing you. It's easier to use French air to get from France to the United States or from the United States to Africa than it was the first mode of transportation that was supplied to get Africans from Africa to here. So the first mode of transportation was a lot more difficult and complicated. So I prefer the luxury of what France was able to accomplish through stealing all of our resources than the slave ships that we came on. Donc effectivement, il préfère quand même le confort que les vols d'Air France procurent. Et s'il avait le choix, en fait, en gros, il dit qu'il préfère voyager dans le confort justement des avions que dans le confort, enfin si on peut appeler ça comme ça, en tout cas dans l'inconfort des bateaux esclavagistes dans lesquels nos ancêtres avaient été enchaînés pour être amenés de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Voilà. Excellent. Bon, ben écoute, on va se quitter. Je dis au grand frère Matondo, Ururu, et à très bientôt parce que là, il me doit encore un sujet sur le panafricanisme. Donc, à très bientôt. So Mobali Makasi says that he thinks that you owe him a third broadcast because he really would like to clear this idea of Pan-Africanism so that you can come back for the third time and talk about the history of Pan-Africanism. And then he says Matondo, 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 which is thank you. So Uhuru, so Mobali Makasi says Matondo, all he wants you to say is Matondo, and then we will close this broadcast. Matondo and Izwe to Africa, which in South Africa, Zulu means Africa is our land. Izwe to Africa. Wow. Matondo, Uhuru. Ururu. Yeah, Israël to Africa. Donc l'Afrique nous appartient. Ça c'est donc en Zoulou en Afrique du Sud. Et puis il dit Uhuru donc en Swahili donc à l'est au Kenya qui veut dire liberté. Et puis il dit Matondo donc merci. Brother Omali Yeshitela, thank you so much. Thank you to Sister Ekenge who allowed us to have this. We will be in contact for part 3 where you will focus specifically on Pan-Africanism and why Garvey was not a Pan-Africanist, and then we should focusing on African internationalism rather than Pan-Africanism. Merci beaucoup. À très bientôt. Uhuru. Uhuru. Matondo. Bye bye. Uhuru. Ciao. Matondo. Excellent, Bye bye. excellent. Ouf. Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal, il est gentil en plus. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi les amis ce que vous en avez pensé. On est parti pour un 3 parce que là, il m'a lancé un sujet là dans les fesses. C'est pas bon. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon. Donc, les amis, qu'est-ce que vous dites, hein? On veut entendre quand même ce qu'il a à dire là-dessus. Mettez les 5. Moi, je mets 5 parce que je suis curieux. J'avais déjà entendu quelque chose là-dessus, mais j'ai envie d'avoir son avis. Hein, moi, je suis là pour apprendre. Hein. Les amis, Mobali, c'est un élève. Je ne suis pas sur YouTube, mais si tu peux voter pour moi aussi, c'est bon, frère. Toi aussi, tu votes, donne hein? mon vote. Ok, je vote pour T-Boy. Donc, les amis, je vote 2 fois. 5. Je vote pour T-Boy et je vote pour Amos. Amos, il est caché quelque part. Donc, moi, je vote 3 fois. D'accord? 3 fois. Je ne triche pas comme les présidents congolais. D'accord? Comme Sassou. Non. C'est juste que j'ai voté pour 3 personnes. D'accord? Ou tu vas gagner à 99,9%. Donc, les amis, c'est bon. Le score est pas mal. Je m'en sors comme Sassou Nguesso. Oui. On dirait que c'est bon pour moi. Comme disait l'autre, en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Donc tu les organises parce que tu sais que tu vas les gagner. Celle-là, elle est pas mal. On n'organise pas des élections pour les perdre. Et puis quoi encore? Ah ouais, c'est pour ça que tu les vois, ils gagnent année après année, ils se maintiennent au pouvoir pendant 20, 30, 40 ans.
Bon, les amis, vous avez validé. Hein, vous avez validé. Donc, le daron, il revient. On est curieux, hein, ici chez Mobali. Ouais. On entend toutes les voix, les pour, les contre. Du moment que tu es capable de démontrer ce que tu dis, nous, on écoute. On est là pour apprendre, OK? Donc, vraiment, merci. Bah, écoute, Thibaut, encore une fois de plus, tu as fait le taf. Merci attends, beaucoup, je frère. mets ta tête. On te voit pas? Si, attends. Voilà, ah oui. Donc, Thibaut, bah, écoute, merci. Hein, merci d'avoir fait le taf. Matondo. Et puis, bah, les amis, on est ensemble, on continue encore. D'accord. On se retrouve la semaine prochaine avec quelque chose de particulier. Je ne sais pas si on en parle ou bien on garde ça secret. Oh, on garde ça secret, on garde ça secret. On garde secret. Voilà, les amis, j'ai pas envie de vous en parler de toutes les façons. Vous vous abonnez. Comme ça, vous recevez les notifications, ça vous apprendra. D'accord? Parce que si tu n'es pas abonné, comment tu vas savoir que Mobali est avec un tel ou un tel? Ah oui? Donc là, les amis, vous vous abonnez. Abonnez-vous et surtout partagez, famille. Partagez. Voilà. Et je vous dis encore qu'il y a la sœur Sokna qui va être là. Donc là, la sœur que vous voyez là, elle est de retour. La sœur Sokna. Et nous allons un peu parler de la stratégie qu'il faut avoir lorsqu'on va rentrer en Afrique. Okay? Parce que elle fait beaucoup de voyages. Donc elle sait comment, pour nos frères, nos sœurs de la Caraïbe, vous voulez rentrer un peu en Afrique. Vous avez besoin de conseils un peu comment il faut s'y prendre parce que vous n'avez jamais mis les pieds sur le continent. Vous n'avez pas de famille. Souvent, ça peut vous servir d'excuse. En tout cas, ça peut vous freiner des fois parce que vous dites « Ah, j'ai envie d'aller en Afrique, mais je ne connais personne. » Je pense que cela, il va vous aider. Mais quand je parle de nos frères de la Caraïbe, les Africains qui sont ici, qui sont restés très, 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 très longtemps ici en locodermite, pareil, hein, vous êtes concernés par ce live. Donc, j'espère que vous serez nombreux parce qu'il y a pas mal de choses, je pense, qui vont vous intéresser. Je pense qu'elle a pas mal d'informations à vous donner. Sur ce, les amis, j'ai envie de vous quitter. Je vais vous quitter avec la chanson préférée des chrétiens. La femme, sa place est dans la cuisine. Oui, je le dis. D'accord, c'est pas moi, c'est pas ma chanson, mais c'est la chanson à tous les aliens. Vas-y, mon pote. J'ai raté quelque chose. Donc, c'est le nouveau tube. On terminait avec la Bishopesse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que là, j'ai mon pote, là il fallait regarder le live d'hier. Le live d'hier, on a découvert un artiste, l'artiste chrétien. Possible. Mon pote, là, il faut écouter cette chanson. Attends d'abord, il faut que je la retrouve. La place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine. Elle ne sert à rien. Elle doit être enfermée dans la cuisine. Et peu importe ses diplômes, sa place, c'est dans la cuisine. Nous, les chrétiens, ça? Ah, c'est un chrétien. C'est les consignes. De quel pays? Oh, c'est un Congolais, à ton avis. Ça peut être qui? C'est un pasteur congolais. Les amis, on serre la ceinture. Faites de la place, faites de la place. Faites de la place. Écartez les meubles. On est parti, les amis. Mais ici, ce n'est pas les femmes kamites, c'est les femmes des aliénés. Ce n'est pas les nôtres. Les nôtres, là, elles sont dans le kémitisme, elles se battent avec nous. D'accord? Ici, je parle de toutes les femmes des aliénés. D'accord? Poussez les meubles, ça va être la chanson. Allez, les gars, on est parti avant qu'on se quitte. Bonne semaine à la famille. À bientôt, la famille. À très bientôt. Où est-ce qu'elle est, cette chanson? Elle est où? Ah, elle est là. La place de la face à la cuisine. Fâchez-vous quand vous voulez chercher un fou. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Eh oui, les amis, ça c'est la place de tous les chrétiennes, c'est la cuisine. Les nôtres, nos femmes sont en train de lire et d'apprendre les bonnes choses. Sur ce, les amis, on se retrouve bientôt. Ah, vous en voulez encore, hein? Je la remets, remix. Je la remets. C'est reparti. La place de la face à la cuisine. Fâchez-vous quand vous voulez chercher un fou. Avec tes diplômes, ta place est la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est la cuisine.